Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et vous regardez DevTalk. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui je suis sûr va vous intéresser, c'est les technologies à utiliser en 2021. Alors bon, c'est beaucoup dire que de dire les technologies à utiliser, en réalité c'est les technologies que j'ai moi-même utilisées l'année dernière, en 2020, et que je peux donc vous recommander facilement, et vous expliquer un petit peu les mécanismes de chacune d'entre elles. Donc on va un peu tout voir, hein. On va voir quel OS je recommande, quel éditeur de code je recommande, mais aussi les langages, les frameworks, ça va aller du front-end au back-end au mobile, et on va voir tout ça ensemble. Alors, ça sera très subjectif, donc m'en voulez pas trop en commentaire, soyez pas trop virulents envers moi, et vous allez voir, je vais quand même bien vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, commençons cette vidéo par le plus important, quel système d'exploitation j'utilise cette année, et que je vais utiliser cette année, et que j'ai donc utilisé l'année dernière. En réalité, j'ai commencé l'année 2020 avec Windows sur mon PC portable, et j'ai eu la chance dans mon entreprise de pouvoir avoir un Mac pour travailler. Donc il faut savoir que la machine que j'ai ici, c'est un Mac, mais pas vraiment, c'est un Hackintosh. Donc je l'utilise pas officiellement pour compiler mon code ou autre, parce que ce serait pas vraiment approprié, on va dire, mais il fonctionne très bien. Cependant, moi j'ai plutôt un historique de Mac, du coup, de macOS, et c'est un système d'exploitation que j'aime beaucoup pour sa fluidité, son environnement. Quand on est développeur, le terminal est très agréable, donc je sais bien qu'aujourd'hui, avec Windows, c'est très bien également, on a tout ce qui est le subsystème Linux qui s'installe très facilement aujourd'hui, qui permet d'avoir les mêmes fonctionnalités de terminal à peu près que Mac du coup, mais bon, c'est Linux, ça marche très bien, mais moi je suis très à l'aise sur Mac. Alors, je vous fais un petit disclaimer, vous n'êtes pas obligé d'être sur Mac pour l'année 2021, bien entendu, sauf si vous voulez développer sur iOS ou macOS. Même si c'est un environnement très agréable, Windows est également Windows 10 très agréable et vous pouvez vous lancer sur Windows 10 sans hésiter cette année. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont de toute façon aujourd'hui disponibles dessus également. En termes d'OS mobile maintenant, alors l'OS mobile c'est un petit peu différent parce que je développe pas directement dessus, cependant moi je suis reparti également sur iOS, j'étais sur Android jusqu'ici, mais avec les derniers iPhones, les iPhone 12, j'ai été plutôt séduit par le design qui revenait à des bases que j'aimais bien, et du coup je me redirige vers iOS, et puis j'avais besoin de toute façon d'un device Apple, de la pomme, pour pouvoir vous développer des applications, enfin développer avec vous, et puis même pour ma boîte, qui n'est pas ma boîte, hein, c'est la boîte où je suis en CDI, pour pouvoir développer beaucoup mieux qu'avec juste le simulateur et dépendre de mes collègues qui, eux, ont des iPhones pour pouvoir tester. Encore une fois, Android est très bien, il y a des téléphones Android qui sont super, les Samsung. Moi, j'avais pas un Samsung, hein, j'avais un Xiaomi, j'avais le 9T Pro, il me semble, que je conserve de toute façon pour les tests, pour le développement. Et donc, n'hésitez pas, hein, cette année, Android ou iOS, peu importe, vous faites comme vous pouvez également. En termes d'éditeur de code, alors c'est assez drôle, là je vais vous parler plutôt de l'année d'avant, parce que, j'avais pas encore la chaîne, donc j'ai pas pu vous faire cette vidéo-là l'année dernière, mais l'année, quand j'ai commencé, on va dire, à développer plus en profondeur, au début, moi j'utilisais un éditeur de code qui s'appelait IntelliJ, de Big Brain, je crois, Big Brain, non je dis n'importe quoi, JetBrains, exactement, qui développe Android Studio, donc c'était quelque chose, moi j'ai commencé à apprendre avec Java et Android, donc je me suis dirigé plus naturellement vers celui-là, j'avais même acheté une licence pour cet éditeur de code, et malheureusement, il fonctionnait très mal sur les écrans en 4K, et moi j'aime bien avoir un écran 4K pour avoir de la place sur mon écran, et un seul écran, je trouve ça mieux. Et donc du coup, j'ai abandonné cet éditeur de code, et depuis un peu plus maintenant d'1 an et demi, je travaille sur VS Code, et VS Code, sincèrement, il n'y a rien à dire, c'est quand même le meilleur éditeur de code de nos jours. On a tous les plugins de coloration, de Prettier, tout ça c'est disponible bien sûr sur les autres, mais sincèrement l'interface est tellement bien, on peut partager son code en live, c'est vraiment l'éditeur de code que je recommande pour 2021, c'est un incontournable maintenant.
En termes de logiciels annexes, qu'est-ce que j'utilise par exemple pour prototyper maintenant? Puisque c'est bien beau de coder, mais avant de coder, il faut prototyper nos projets. Alors, pour tout ce qui est la conception back des projets, et ben moi, j'utilise quelque chose de très bête. Je sais pas si je l'ai là, non, je l'ai pas là, mais j'utilise juste un tableau avec des flèches, des schémas et tout. J'adore faire ça sous forme de schéma. J'ai pas de logiciel pour faire mes bases de données, mes trucs. Je le fais à la main et j'aime bien, voilà, schématiser le back comme ça. Donc en back, j'aurais pas forcément de logiciel à vous conseiller, même si je sais qu'il y a des logiciels de modélisation de base ou de serveurs qui sont très bien. Mais moi, je préfère faire ça à la main. Par contre, en front, alors, et en plus, front, c'est plutôt mon domaine à la base. En front, je suis passé du logiciel Sketch pour faire les prototypes à Adobe XD, parce que je trouvais que l'interface était plus sympa, et puis surtout, il était disponible à l'époque sur Windows quand j'étais sur Windows, et Sketch n'est que sur macOS. Donc, du coup, moi, j'avais adopté Adobe XD, et je travaille toujours sur Adobe XD, que je trouve très bien, même s'il y a des grosses limites, et c'est vrai que c'est un peu drôle quand même, parce que des fois, on est là, on cherche comment faire quelque chose et on tombe toujours sur le forum support de Adobe où tout le monde se plaint en fait que la fonctionnalité n'a pas été intégrée. Donc voilà, c'est un logiciel qui doit encore beaucoup mûrir. Mais sincèrement, si vous faites du prototypage, si vous voulez commencer à faire des maquettes, bah il est super cool. Moi je l'utilise, il est plutôt simple. On fera sûrement des vidéos sur Adobe XD d'ailleurs pour le prototypage des futures applis qu'on fera ensemble. Donc voilà, je peux vous le recommander. Il est vraiment cool et dans les dernières versions, il y a vraiment des fonctionnalités importantes qui ont été implémentées. D'ailleurs, ce qui est très bien avec Adobe XD, c'est que vous pouvez enregistrer des prototypes vivants, entre guillemets, de vos applications que vous élaborez, et c'est vraiment pratique si vous voulez montrer à un client ou à quelqu'un. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, dans le dev à proprement dit, et on va parler du front-end tout d'abord, pour faire la transition avec Adobe XD dont on a parlé juste avant. Et quel langage je vous recommande pour le front? Quelle surprise, je pense que vous y attendez à ce que je vais vous conseiller, puisque j'avais fait une petite vidéo dessus. Bien entendu, cette année, ça va être JavaScript, sans hésitation. Alors là, on va parler que du front, donc je vais pas vous rappeler qu'avec JavaScript, vous pouvez faire du back aussi avec Node, mais ne l'oubliez pas, c'est quand même un plus. Alors, si vous voulez devenir développeur web cette année, que vous l'êtes déjà, mais bon, si vous l'êtes déjà, vous savez ce que je vais dire sur JavaScript, mais si vous voulez le devenir cette année, c'est un incontournable JavaScript, il faut absolument que vous deveniez une brute dessus, surtout qu'en plus, de nos jours, la syntaxe, elle est super simple, elle s'est vraiment simplifiée, notamment pour tout ce qui est la gestion de la synchrone, donc bon, ça fait déjà un petit moment ce que je dis là, mais bon, c'est pour les nouveaux, je vous le dis, il y a des choses qui étaient beaucoup plus complexes à faire avant, qui aujourd'hui sont beaucoup plus simples, donc par exemple, je le disais, la synchrone, on a des super fonctions fléchées aujourd'hui qui permettent d'éviter de binder à chaque fois de la donnée dans nos fonctions quand on est dans des frameworks, c'est quand même beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, en termes de framework, il y en a énormément de géniaux qui sont apparus, dont les trois grands frameworks sont Angular, Vue et React. Donc moi, je vous donnerai ma préférence juste après. Mais voilà, si vous apprenez JavaScript pour 2021, vous êtes assuré d'avoir un langage qui est massivement utilisé, massivement supporté, et avec lequel vous allez pouvoir faire tellement de choses. On peut imaginer faire autant de l'application web que de l'application desktop, que de l'application mobile. Énormément de choses sont faisables aujourd'hui en JavaScript. JavaScript au top. Deuxième langage que je vous conseille pour cette année et que j'ai commencé à expérimenter moi-même, c'est TypeScript. Alors, je suis pas encore un expert de TypeScript, j'en ai, et on va dire que effleuré la surface, puisque c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais si vous connaissez JavaScript, c'est assez simple de se mettre sur TypeScript, et vous allez quand même en retirer des gros avantages. Donc, c'est quoi TypeScript, en fait? Parce que c'est vrai vous l'avez peut-être entendu, mais vous savez pas vraiment ce que c'est TypeScript, vous dites peut-être que c'est un autre langage que JavaScript, qu'est-ce que ça a à voir avec JavaScript? En fait, TypeScript, c'est une version un peu survitaminée de JavaScript. D'ailleurs, on dit que c'est un superset de JavaScript. Pourquoi? Parce qu'en fait, TypeScript va apporter beaucoup de philosophie d'autres langages qui sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus stricts que JavaScript, et qui vont donc pouvoir permettre d'écrire des programmes beaucoup plus fiables, avec notamment le typage fort, c'est-à-dire l'obligation de déclarer le type de nos variables, des arguments des fonctions et des retours des fonctions. On va retrouver aussi des choses qui sont beaucoup plus proches des langages traditionnels, comme la déclaration des interfaces ou des classes, même si avec les versions JavaScript récentes, ça c'est quand même... Voilà, c'est plutôt aller vers la tendance de s'unifier avec les autres langages également. Mais voilà, TypeScript, ça va vous ajouter une surcouche, en fait, à JavaScript qui va le rendre encore plus fiable, plus sûr, parce que ça va vous forcer à écrire du code plus sûr et plus fiable.
Donc en fait TypeScript c'est pas compliqué, c'est des fichiers qu'on dit fichiers.ts du coup, le de .js, et ces fichiers-là sont compilés en JavaScript. Donc au final, tout est interopérable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien écrire du JavaScript pur en TypeScript, et bon l'inverse n'est pas vrai, mais en fait, ce code TypeScript sera de toute façon compilé en JavaScript avant d'être exécuté dans le navigateur, parce qu'aucun navigateur ne prend en charge nativement TypeScript, bien entendu. Alors n'hésitez pas, c'est pas si compliqué, franchement moi j'ai été assez étonné de la facilité qu'on peut avoir à passer sur un langage comme TypeScript, et la plupart des frameworks aujourd'hui l'embarquent aussi, donc que ce soit Vue, Angular qui est basé de toute façon sur TypeScript ou React, aujourd'hui on peut vraiment travailler avec TypeScript dans ces environnements-là sans problème. Alors allez-y, foncez, TypeScript c'est super, surtout si vous avez déjà fait du JavaScript, vous verrez que c'est pas si compliqué. Du coup TypeScript au top aussi. Alors maintenant, en termes de framework, quel est le framework que je vous recommande pour l'année à venir ? Et je vais pas passer par 4 chemins, c'est Vue avec sa librairie ou son framework, son sur-framework, on va dire, qui est Nuxt. Donc moi, à la base, je suis développeur React, plutôt. J'ai appris d'abord React avant de m'intéresser à d'autres frameworks, et sincèrement, au début, bon, j'étais un peu dubitatif, je me disais, mais pourquoi est-ce que je passerais sur Vue et Nuxt alors que je maîtrise React et que j'en ai pas forcément besoin? Et ben, je vais vous dire, sincèrement, Vue avec Nuxt, ça a été mon gros coup de cœur de l'année 2021, je m'y suis mis à peu près, même un petit peu avant l'année 2020, donc c'est plutôt mon coup de cœur de l'année 2020. Et sincèrement, j'ai adoré la philosophie qu'il y a derrière, et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple à utiliser que React. Déjà, faut savoir que dans Vue, les fichiers sont beaucoup plus condensés, c'est-à-dire que normalement, dans React, on a tendance à avoir... Alors je sais pas, peut-être que ça a changé, ça fait un petit moment que j'ai pas codé en React, mais il faut savoir qu'on a souvent un fichier qui va s'occuper du langage de script, et un fichier qui va s'occuper du langage de style, et ces fichiers-là vont être liés, mais ils vont être séparés en général. Dans Vue, on va retrouver tout dans un seul fichier à chaque fois, et il va être très simple avec une partie template, où on va créer notre code HTML, une partie script, où on va organiser notre script, notre programme, et une partie style dans laquelle on va retrouver le style. Et tout ça, ça fait des fichiers super condensés, super simples à écrire, et moi personnellement j'adore ça parce que on peut vraiment déployer la philosophie composant, donc c'est-à-dire créer des petits bouts de code et les assembler les uns avec les autres, et sincèrement c'est super. Je vous ai dit Vue, mais je vous ai dit Nuxt aussi. Alors c'est quoi Nuxt? En fait Nuxt c'est, alors je sais pas si on peut dire une librairie ou un sur-framework, mais en tout cas ça va avec Vue, c'est Vue dessous, mais Nuxt c'est une autre approche de Vue, c'est une approche qu'on dit SSR. Et d'ailleurs, SSR, mais pas que, on va y revenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SSR? SSR, ça veut dire Server-Side Rendering, c'est-à-dire le rendu par le serveur. Alors, Nuxt fait beaucoup plus que juste du SSR, mais je voudrais vous expliquer un petit peu cette notion de SSR qui est importante. Alors, le SSR, ça permet en fait d'avoir un meilleur SEO. Alors, c'est quoi le SEO, tous ces acronymes? Le SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. En fait, il faut savoir que quand Google va voir vos sites que vous développez, vos applications web, eh bien, il a un robot en fait qui va crawler toutes les pages, on dit. Et il va indexer, donc ça vient de là le terme indexer, toutes les données, ou en tout cas une grosse partie des données, dans une base qui va actualiser de temps en temps. Le problème avec les applications modernes en JavaScript, c'est que le premier chargement d'une page, souvent les robots ne trouvent rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, une application web, qu'elle soit faite avec Angular, React, Vue ou autre, ce n'est qu'une coquille vide en fait, qu'une interface qui va, elle, aller chercher les données ailleurs sur un serveur via une API. Du coup, c'est problématique parce que Google ou les autres moteurs de recherche ne reçoivent pas de données en fait quand ils vont recevoir la première page qu'ils vont interroger, puisque la donnée sera chargée après. Du coup, le gros avantage d'un framework SSR, c'est qu'il va pré-rendre la première page qui va être demandée. Puis ensuite, en fait, l'application sera déjà chargée. Du coup, vous imaginez bien que pour Google ou un autre moteur de recherche, il va demander la première page, le serveur va fabriquer cette première page et lui renvoyer. Donc ça ressemble un petit peu aux anciennes applications PHP par exemple, mais tout en conservant toute la versatilité d'un framework moderne en JavaScript. Alors bien sûr, c'est pas le seul avantage de Nuxt. Nuxt a beaucoup de plugins qui sont super intéressants. Il a surtout une arborescence, une structure de dossier qui est très simple à suivre et qui permet de rapidement construire des sites assez complexes en termes d'arborescence, parce que vous n'allez par exemple que déclarer vos pages à l'intérieur d'un dossier page, et vous allez pouvoir comme ça créer la structure de votre site sans avoir à gérer par exemple un routeur. Et puis Nuxt a beaucoup d'avantages, vous pouvez par exemple générer des sites statiques, donc c'est-à-dire des sites qui ont en fait toutes les pages pré-rendues et que vous pourrez héberger facilement sur un hébergeur moins cher qu'un serveur Node, etc. Il peut aussi générer une application SPA, donc c'est-à-dire Single Page Application classique, donc celle qui ne précharge pas le contenu.
En plus, il est compatible avec TypeScript depuis pas si longtemps que ça, alors faut pas hésiter. Donc voilà, gros pouce en l'air pour notre ami Vue avec Nuxt. Dans mes autres petits tops, on va dire, pour le front-end, je vais mettre SCSS, donc c'est Sass, c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'il y a deux syntaxes différentes, une par indentation et une classique. Donc SCSS, moi perso, j'ai jamais vraiment trop utilisé avant cette année. Cette année, je me suis vraiment mis dedans. Donc en fait, SCSS, c'est comme si on transformait CSS en langage de programmation. C'est-à-dire que CSS, qui normalement s'occupe du style et est très déclaratif, va pour une fois avoir des variables, même si c'est possible maintenant en CSS natif, mais va avoir des variables, va pouvoir proposer ce qu'on appelle des mixins, c'est-à-dire des petits bouts de code réutilisables, énormément de choses qui facilitent énormément le développement du style et qui permettent d'inventer des nouvelles choses qui ne sont pas possibles en CSS classique. Donc gros big up à SCSS Sass. Également, si vous voulez un kit UI, un kit de style, même si je suis pas trop fan, Tailwind CSS est vraiment sympa cette année aussi. Bon, ils ont créé un kit UI, mais moi je parle surtout du kit CSS qui est plutôt cool à utiliser si vous devez rusher sur un projet. Par contre, dans les technologies que j'ai pas aimées cette année, alors la première, si mon collègue me regarde, ça va le faire marrer parce qu'il sait que je peste constamment contre ça, mais j'ai détesté cette année Vuetify. Alors Vuetify, c'est quoi ? Pour le coup, c'est un kit UI qui propose des composants matériels, donc c'est un style de design, alors que pourtant j'adore la philosophie matériel design, mais j'ai pas du tout aimé l'implémentation dans Vue, même si elle est censée être très simple, pour moi elle fout un peu le bordel, on va dire, dans le code, et surtout les composants sont pas tellement responsives, et dès qu'on veut un tout petit peu les customiser, ça devient très compliqué, on perd beaucoup de temps à apprendre en fait à utiliser cette bibliothèque. Et quand on est un bon développeur front ou si on veut le devenir, et en fait on perd énormément de l'intérêt de notre boulot. Et voilà, donc je conseille pas vraiment Vuetify. Également pour la syntaxe, évitez les trucs comme Pug. Moi j'ai pas du tout aimé non plus. C'est un système qui permet de pas baliser en fait dans nos templates HTML, qui permet de ne faire que de l'indentation. Il me semble que c'était bien ça, Pug, et franchement on l'a utilisé un petit peu cette année et j'ai pas du tout aimé non plus. Alors là je vais faire grincer des dents, mais j'ai pas non plus trop aimé Angular cette année. J'ai dû me plonger un petit peu dans des projets Angular, donc j'en avais pas fait jusqu'ici, et sincèrement j'ai trouvé que c'était quand même une grosse usine à gaz et j'aurais du mal à vous recommander, si vous débutez, surtout de vous mettre sur Angular. Alors j'imagine, il y a beaucoup de gens qui me l'ont déjà dit, que pour les gros projets c'est super, etc., mais sincèrement, moi j'ai jamais été limité par Vue, j'ai jamais été limité par React, et par contre j'ai toujours été un peu fatigué de travailler et de regarder comment étaient faits les codes Angular. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ne vous énervez pas. Après ce petit tour d'horizon des technologies front-end, nous allons maintenant voir les technologies back-end que je vous recommande. Alors en back, je vais vous parler d'un truc, peut-être que ça va aussi faire grincer des dents, mais moi personnellement j'adore cette technologie-là, c'est Firebase. Alors Firebase, c'est quoi ? Firebase, en fait, c'est un système mis en place par Google de serverless, donc c'est-à-dire sans serveur, qui va vous permettre d'héberger des applications web avec énormément de facilité. Alors, quand on parle d'application web, c'est bien sûr l'application web back, même s'il y a une partie où vous pourrez héberger également votre front. Donc, bien entendu, c'est pas vraiment un langage ou un framework de développement back, mais c'est un outil qui est vraiment utile pour commencer un projet, pour soi-même s'entraîner quand on a fait surtout du front et qu'on n'a pas beaucoup mis les mains dans le cambouis du back. Moi-même, au démarrage, j'ai beaucoup utilisé Firebase parce que je n'avais pas forcément envie d'apprendre le back. J'ai appris le back plus tard. Et surtout, au final, je me suis rendu compte que Firebase, ça permettait quasiment de tout faire également, à partir du moment où on veut pas partir non plus dans des trucs trop complexes. Mais écoutez, j'ai pas trouvé de limite pour l'instant non plus, à part celle du prix qui peut monter très vite à mon avis si on a beaucoup d'utilisateurs. Mais écoutez, il y a un système d'authentification, un système de base de données en temps réel, du stockage de fichiers en bucket, tout un système d'autorisation et de règles qui sont super faciles à écrire, et en plus on peut écrire du Node.js, des fonctions cloud, et franchement, quand on s'est mis dedans, après c'est super simple, même si ça peut devenir rapidement le bordel quand même. Mais surtout, ce qui est cool en fait, c'est que c'est gratuit Firebase. Du coup, quand on débute, c'est super, ou quand on veut juste prototyper ou faire des petits projets, on peut héberger carrément une application web complète, front et back, avec un système d'authentification complexe, sans payer des 1000 et des 100, c'est gratuit jusqu'à un certain point. Donc, gros big up à Firebase. Ensuite, je vais vous parler de 3 technologies qu'on a adoptées, nous, dans la boîte où je bosse. Ces 3 technologies ou outils, ce sont Postgres, GraphQL et PostgreSQL. Alors, je vais pas pouvoir vous en dire énormément dessus, parce que moi, je commence à peine à bien cerner les contours et à bien l'utiliser,
même si j'ai pas encore fait de gros projets avec, je comprends bien maintenant la philosophie derrière, et nous on l'a utilisé tout le long de cette année avec mes collègues qui bossent plutôt en bac. Alors à quoi ça sert ces 3 outils? Eh ben ces 3 outils, ça sert à créer très rapidement en fait une API GraphQL. Alors une API GraphQL en opposition avec une API REST, en fait c'est un autre système d'API, donc vous savez, je sais pas si vous le savez, mais je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, on ira plus profondément dans ce sujet-là de toute façon, mais en fait une API REST, vous allez vous retrouver avec plusieurs en fait URL, plusieurs points d'entrée pour vos requêtes pour pouvoir demander de la donnée à votre serveur. Typiquement, je veux récupérer un article, et bien je vais avoir mon site, enfin api.monsite/article, et je vais lui passer des paramètres et je vais récupérer mon article comme ça dans un blog par exemple. Et ben GraphQL c'est pas du tout ça. GraphQL vous allez avoir un seul point d'entrée unique et il va vous permettre de récupérer de la donnée, d'organiser en fait cette donnée sous forme de graphe, donc c'est-à-dire que vous pourrez récupérer de n'importe quel point la donnée d'une autre entité et combiner en fait en une seule requête des demandes très complexes. Du coup c'est super parce qu'en front on n'est pas obligé de multiplier les requêtes et on a des helpers ou en tout cas des plugins comme par exemple Apollo qui permettent de faire des requêtes super simplement. Du coup imaginons un petit cas, c'est que au lieu de devoir demander d'abord un article, puis je veux récupérer l'auteur de cet article et ses informations, et bien du coup je vais devoir faire une requête sur l'auteur parce que j'ai récupéré son identifiant, etc., etc., etc. Et bien avec GraphQL, en fait, je vais demander toutes mes informations dans une seule requête et je vais récupérer tout hyper simplement. Du coup, je peux me faire une réponse avec l'article, le nom, l'adresse de l'auteur et tout ce qui peut avoir un rapport parce que tout ça est organisé un peu comme une toile en fait. Et donc ces 3 outils sont super parce que Postgres, en fait, ça va être votre base de données que vous allez construire avec du SQL classique, donc faire vos tables, vos relations entre entités. PostGraphile, ça va être quant à lui une librairie qui est en fait hébergée dans un petit serveur Express Node qui va en fait regarder toutes vos tables, tout ce que vous avez produit en termes de SQL et qui va créer lui-même l'API GraphQL, donc c'est-à-dire les queries, c'est-à-dire les requêtes, et les mutations, c'est-à-dire les requêtes qui permettent d'update la donnée ou de la delete, etc. Donc voilà, c'est un gros morceau, vous formalisez pas si vous n'avez pas tout compris, on reviendra dessus cette année sûrement quand même moi j'aurai un peu plus exploré le sujet pour pouvoir vous l'expliquer mieux. Donc au top ces technologies-là, et je vous les confirmerai dans l'année si c'est vraiment aussi bien que je pense, mais je pense que oui. Sinon, cette année, c'est l'année où j'ai complètement abandonné PHP et Symfony. Donc voilà, il faut savoir que moi, mon background de bac, en fait, c'était PHP à la base, avec Symfony, à l'époque c'était 3, je sais que... ou non, c'était 4 peut-être même déjà à l'époque, mais je sais que ça a beaucoup évolué. Cependant, pour moi, c'est un modèle qui maintenant... Alors, il est encore très utilisé, c'est pour ça que c'est encore très pertinent d'apprendre PHP, d'apprendre Symfony, parce qu'il y a beaucoup de boulot dans ce domaine-là, mais personnellement, je ne commencerai pas une application en 2021 avec ces technologies-là. Alors, il y a une option que je me réserve quand même, mais tout simplement parce que je trouve que le modèle MVC, donc c'est-à-dire modèle vue contrôleur, est un peu dépassé aujourd'hui. Twig, je me souviens que c'était pas si ouf que ça pour développer son front. Franchement, maintenant quand on voit les frameworks JavaScript, c'est tellement facile de développer avec que ça devient très archaïque de faire avec Twig, même si je le sais, ce n'est qu'un moteur de templating. La lourdeur d'un ORM, la lourdeur de déployer sa base, etc., via l'ORM et tout, personnellement, avec tout ce qui était les repositories, bon, juste d'y repenser, ça me fait exploser la tête. Mais bon, je ne conseillerais pas aujourd'hui d'utiliser PHP et Symfony. Alors apprenez-les, hein, parce qu'il y a beaucoup de boulot si ça vous intéresse, puis PHP c'est un super langage pour comprendre plein de choses en programmation de toute façon. Cependant, la petite option que je me laisse, c'est API Platform, qui reste quand même un outil sympa. Si on a déjà des bonnes bases en PHP Symfony, faut pas hésiter, on peut pourquoi pas faire son API avec API Platform, mais on reste sur un modèle REST justement, et je trouve qu'aujourd'hui, en 2021, le modèle GraphQL est quand même ultra puissant. Voilà, c'était pour la partie back, maintenant on passe à la partie mobile. Alors, partie mobile, on va passer à mon chouchou de cette année. Alors ça, c'est mon gros coup de cœur de cette année, c'est quelque chose que je vous invite, mais 100 fois à adopter et à apprendre, c'est Flutter. Flutter avec Dart. Alors, Dart, c'est le langage utilisé, et Flutter, c'est le framework. Tout ça, c'est supporté par Google, donc c'est Google qui développe le framework, donc on peut être assez safe par rapport à son avenir. Voilà, Flutter c'est super parce qu'en fait c'est un framework qui permet avec le langage Dart d'écrire un seul code et de pouvoir compiler notre code nativement sur iOS et Android. Et même plus en web et en desktop, même si pour l'instant c'est pas très stable. Alors pourquoi est-ce que je vous recommande en 2021 d'apprendre Dart et Flutter? Parce que c'est une porte d'entrée géniale pour comprendre et apprendre ce qu'est un langage typé tout d'abord.
Si vous avez déjà fait du développement web, eh ben, vous allez vous retrouver un peu vos marques, puisque en fait la philosophie composant est poussée à l'extrême dans Flutter. Tout est un widget, c'est leur phrase favorite, c'est-à-dire que même un texte ne va être en fait qu'un widget texte dans lequel on va remplir des propriétés et on va assembler toutes ces choses-là pour donner nos vues, et en fait le code Dart vient un petit peu, ça ressemble vraiment, pour moi je trouve qu'il y a vraiment un gros rapprochement avec Vue par rapport à tous nos fichiers contiennent en fait quasiment toute la logique de notre application. Et sincèrement, Dart c'est pas si compliqué. Moi j'ai mis très peu de temps pour l'apprendre. Si vous venez de JavaScript et que vous avez quelques bases dans d'autres langages, que vous avez fait du TypeScript, c'est encore mieux, vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Alors vraiment en termes de puissance, en termes de fluidité, c'est quand même assez exceptionnel. J'ai eu très rarement des bugs, même sur les animations, elles restent tout le temps fluides. J'ai pas eu de problème personnellement, alors que je sais que d'autres avec par exemple Ionic ou React Native ont quand même des petits problèmes de performance. Et puis on a accès à toutes les API du smartphone ou de la plateforme en général, ça peut être une tablette bien entendu, et il y a énormément de plugins pour faire à peu près tout ce qu'on veut, surtout qu'on peut toujours écrire du code natif et le wrapper, donc c'est-à-dire créer un plugin par-dessus pour l'utiliser. Donc en fait on est vraiment très proche d'un langage natif comme Swift ou Kotlin pour Android. Et personnellement je me suis jamais retrouvé bloqué en développement parce que la communauté commence vraiment à être importante, il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent Flutter et on trouve toujours les réponses quand on est un peu bloqué. Donc giga pouce en l'air pour Flutter, franchement c'est mon chouchou de cette année, j'adore développer avec, c'est génial. Par contre, petit bémol pour React Native, j'ai essayé de l'adopter au début, me disant que comme j'avais fait beaucoup de React, ce serait assez simple. En fait, il faut savoir que ça n'a pas grand chose à voir avec React, ça suit la même, on va dire, philosophie, mais vu que vous n'utilisez pas des composants web, mais bien en fait des widgets, c'est un peu presque pareil en fait que pour Flutter, même si la syntaxe est très complexe, ça reste du JSX, mais bon, c'est pas intuitif de faire du mobile comme ça, et je vous le recommanderais pas, surtout qu'en plus, souvent on utilise la surcouche Expo, si c'est toujours le cas, ça a dû changer peut-être, mais à l'époque on utilisait Expo par-dessus, et Expo limite quand même pas mal le nombre de plugins et tout ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Et bien voilà, grosse vidéo pour le début d'année. Donc pour résumer un petit peu, mon stack de cette année, ça va être simple, ça va être VS Code pour coder sur Mac, avec Adobe XD pour prototyper mes applications. En front, on lâche pas un langage qui gagne, on continue avec JavaScript et on va l'alimenter avec du TypeScript pour devenir encore plus fiable. On va continuer avec Nuxt et avec Vue, puisque je trouve ça franchement hyper efficace. On va essayer de pousser encore plus loin avec SCSS pour augmenter notre style. Pour le back, je vais essayer de me plonger à fond dedans et je commence maintenant à en voir l'intérêt et vraiment la puissance de GraphQL, PostgreSQL et les bases Postgres. Tout ça en utilisant bien entendu en prototypage Firebase, ou pour des petits projets sympas. Et bien entendu Flutter, le saint Flutter que j'adore et que vous verrez beaucoup à mon avis sur cette chaîne cette année. Et bien voilà, c'est la première vraie grosse vidéo de l'année. Je vous remercie de l'avoir suivi, je sais qu'elle a été peut-être un peu longue mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous invite à mettre le pouce en l'air, à commenter, ça fait plaisir, je vous réponds à chaque fois, j'essaie. Bon, je suis un peu plus lent en ce moment parce que j'ai beaucoup de boulot, mais allez-y, commentez, débattez entre vous aussi par rapport au langage et aux technos à utiliser l'année prochaine, en fait je dis l'année prochaine mais c'est cette année, et on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Allez, ciao!